Salut à toutes et à tous, bienvenue pour ce 34e épisode de la 7e saison de Cold Facts. On va forcément revenir sur le deuxième acte de la demi-finale entre Fribourg et Lausanne. Lausanne qui s'est imposée sur un score de foot 1-0, but de Ken Yeager, blanchissage pour Kevin Pash. Est-ce que ça a changé quelque chose dans cette série, sachant que Wallmark n'a pas terminé, que Payuniemi n'a pas terminé non plus cette rencontre? Forcément qu'on va regarder ça sous le prisme lausannois et après sous le prisme fribourgeois. Puis on termine bien évidemment cet épisode avec le HC Ajoie pour le premier match du barrage face à Viège. Et malheureusement, à la fin de la nuit ou au début de la journée de mercredi, eh bien c'est Viège qui s'est imposé à la 101e minute et qui met déjà finalement un peu Ajoie sous pression alors que les Jurassiens l'étaient déjà. Salut Greg. Salut Jean-Fred, la forme? La grande forme et toi? Ah ouais, ça va bien. Les playoffs se poursuivent, on dort pas, il y a des matchs qui vont jusqu'à minuit et c'est reparti. Ah oui, juste pour le contexte, hein, évidemment, pour qu'un match se termine à minuit hier soir, c'est que t'étais à Porrentruy. Exactement, on s'est splitté les matchs avec mon collègue. Après, ce qui est bien quand il y a... Alors certes, moi je préférerais qu'il y ait plus de matchs qui soient échelonnés, on va dire, sur les journées, comme ce fut le cas il n'y a pas si longtemps, mais maintenant ils ont changé, avec un Fribourg-Lausanne sur l'écran, plus Ajoie où c'était en plus décalé, donc c'était parfait. Je voyais 10 minutes chaque fois de Fribourg en live, puis après j'ai tout rattrapé en arrivant à l'hôtel, d'où les petites heures de sommeil, mais c'est super, on est en mode play-off, donc on se réjouit de cette période, je dois dire. Et puis, alors je vais dire qu'à Porrentruy, tu as eu la chance de voir des goals, parce que à Fribourg, il n'y en a eu qu'un, donc c'était mieux de... Il a fallu l'attendre, effectivement. D'ailleurs, je te propose, à jouer, on y reviendra forcément un peu plus tard. Tout d'abord, on va parler du Lausanne HC qui s'est imposé donc 1-0 à Fribourg et donc qui est revenu à 1-1 dans la série. Une victoire... en fait, je pense que c'est là où des fois, peut-être qu'on peut nous reprocher d'être un peu trop... tiède parfois et pas d'avoir des grands avis tranchés, c'est la fin du monde, c'est la fin de la série, c'est le moment de dissoudre le LHC ou j'en sais rien quoi. Des fois d'être un peu pondéré puis de se dire effectivement ils ont perdu un match, mais est-ce qu'il fallait vraiment plus paniquer que tant? Non. Est-ce qu'il y avait des choses qu'il fallait améliorer? Absolument, ou changer? Si d'ailleurs il y a eu des changements, on y reviendra. Mais voilà, Lausanne fait un match très solide à Fribourg. Fribourg aurait pu gagner 10 fois aussi, surtout, en tout cas, égaliser 10 fois à la fin du match, oui, avec cette scène épique. Mais au final, voilà, Lausanne a tenu bon. Lausanne a été très solide, a été très physique. Et ça, j'ai trouvé intéressant parce qu'on a dit, et je pense que c'était pas faux, que cette équipe-là, il fallait qu'elle monte aussi le niveau d'intensité physique. Et là, elle l'a clairement fait à Fribourg, j'ai trouvé. Ouais, mais c'est vrai que cette scène, alors, à la fin, là, en plus, c'était à 6 contre 4, il y avait, je sais pas, on aurait dit un petit tas, c'était vraiment une espèce de monticule devant Kevin Pash, et après, c'était à se demander déjà comment le puck pouvait ne pas entrer, et puis après, en réfléchissant, tu te dis, mais il y a tellement de joueurs, il n'y a pas d'espace, comment tu veux qu'il entre? Il y a une espèce de... C'était du Fribourg, du Lausanne, il y avait de tout, hein. Ouais, non, c'est vrai que c'était une scène assez épique, je dois dire. Et à la fin, c'est Lausanne qui s'est imposé. Coup de chapeau à Kevin Pash, qui a réussi toujours à faire déjà, il a fait tous les arrêts, qu'il était blanchi, mais aussi, je l'ai trouvé solide dans les premiers arrêts. Il a sans cesse... je pense qu'il aurait pu bloquer un peu plus de puck, si on veut vraiment un peu pinailler, mais au-delà de ça, je l'ai trouvé solide. Puis je pense que pour lui, ça va pas lui faire de mal parce que c'est quand même ses premiers playoffs. On en a pas mal parlé déjà. Et contre Langnau, il a pas rassuré forcément, même s'ils ont gagné la série, c'est pas grâce à lui. Il a pas perdu la série, il l'a pas gagné, disons. Contrairement à son gardien, à son vis-à-vis hier, Reto Berra, qui avait été extraordinaire en quart de finale. Pache n'a pas eu besoin de l'être non plus, mais
Là, il a clairement haussé le ton sur ce deuxième match, donc il faudra voir comment Fribourg va réagir aussi. Je pense que de temps en temps, il était aussi bien aidé, disons, par sa défense. Et Fribourg va devoir absolument le gêner davantage, parce qu'il y a eu des moments où les tirs étaient il voyait le départ du shoot. Donc normalement, un gardien comme ça, il va toujours l'arrêter, le premier shoot, s'il voit le départ. Ouais, c'est juste maintenant... on voit quand même que c'est une série qui est extrêmement serrée. Si on se souvient de l'année passée entre les deux équipes, il y avait une première victoire 2-1 de Fribourg à domicile. Là, c'est inversé parce que Lausanne a l'avantage de la glace cette fois, mais finalement, on est après 2 matchs dans la même configuration. Il y avait eu victoire de Fribourg et puis Lausanne, c'était ce match un peu épique. On a l'impression que c'était les deuxièmes matchs, c'est des matchs à prolongation, à rallonge, un peu style Porrentruy. Ça s'était fini aussi vers les minuit et demi avec un but de Jason Fuchs. Et il n'y a pas besoin d'aller jusque-là cette fois. Donc il y aura moins de fatigue au prochain match. Est-ce que la question que je me suis posée, et j'ai l'impression que ma réponse intérieure était non, quand même pas, que l'année passée, cette victoire avec le but en prolongation avait permis de lancer Lausanne dans cette demi-finale, et que j'ai pas ce même sentiment-là. Je me dis pas, ah ouais, cette fois, Lausanne a trouvé la solution, ou en tout cas a rompu l'état d'esprit admirable de Fribourg-Gotteron. J'ai l'impression qu'on est vraiment dans du 50-50 maintenant. Oui, je suis d'accord avec toi. J'ai quand même trouvé Fribourg pas forcément de première fraîcheur en fin de match. Il y a pas mal de mauvais choix en entrée de zone. Il manque un petit peu de lucidité sur la dernière action, justement, où ils ont tous tiré dans le tas, alors que peut-être qu'à un moment, ressortir le puck, ça aurait peut-être pas été une mauvaise idée. Donc, je pense que j'ai trouvé Fribourg un peu plus atteint, on va dire. Mais après, c'est le sentiment sur une soirée. Et si tu m'avais demandé après le match à Lausanne dans quel état de fraîcheur physique est Fribourg, je t'aurais probablement dit ça a l'air d'aller assez bien. Donc, pas trop tirer de conclusion non plus sur ça. Mais non, je pense pas que Lausanne a son match référence après cette victoire à Fribourg. Ouais, c'est ça. Par contre, voilà, Lausanne devait aller gagner une fois à Fribourg pour rester en vie dans ces playoffs. Ils l'ont fait immédiatement, ils ont repris l'avantage de la glace. Et comme je l'avais quand même dit avant la série, c'est un fait, c'est que Lausanne à la maison est quand même terriblement dur à jouer. Alors les Fribourgeois vont sûrement dire à la fin de ce match, oui, mais on l'a déjà fait une fois, alors pourquoi pas deux, bien certes. Sûr. Mais aller gagner à Lausanne, c'est quand même un Stück Arbeit, on va dire ça comme ça. Et j'irai pas jusqu'à dire les fameux Lausanne a gagné plus qu'un match ou je ne sais quoi, mais c'est clair que mentalement ils ont pris un bon coup de boost sur ce match-là. Au rayon des petites mauvaises nouvelles ou des petites ou des grosses, on verra pour Lausanne. Déjà, avant le match, surprise, changement dans l'alignement. Alors, le fait qu'il y ait du changement, je pense que si on réécoute notre podcast de l'autre jour, on est pas mal. Qu'il devrait y en avoir. Moi, j'aurais plutôt vu Bayreuther sortir plutôt que Oksanen, dans le sens où moi, je partais de ce principe que le duo Oksanen-Suomela a fait ses preuves déjà cette saison, mais même par le passé. Et donc, il y avait peu de chances que Ward décide de le changer. Et c'est pourtant ce qu'il a décidé de faire, en brassant allègrement ses lignes d'ailleurs, mais en scindant le duo Oksanen-Suomela et en faisant entrer Pajuniemi. Alors, on va pas pouvoir faire des grandes analyses sur l'impact de ce changement de Jeff Ward. Pajuniemi est rentré au vestiaire, on l'a pas revu. Dans les couloirs après, de ce que je me suis renseigné, il parlait de... C'est à la tête que ça s'est passé, mais est-ce que c'est au niveau de l'œil? Est-ce que c'est plutôt des symptômes d'une commotion? Honnêtement, déjà en saison régulière, je me rappelle toujours des débuts où je faisais ce métier, c'était quand même il y a bientôt quelques années maintenant, on savait quand même pas mal de choses et on nous disait, pas naïvement, mais très sincèrement, concrètement, lui il a ça, c'est comme ci comme ça, mais en saison régulière, et on sentait qu'en play-off ça se fermait un petit peu. Mais là, même en saison, c'est très fermé, ces informations, on nous dit bientôt plus rien. Et va falloir juste accepter que ce soit comme ça. Donc là, on saura rien sur Pajuniemi. On parlera de Valmark un petit peu plus tard, dans la partie sur Fribourg-Gotteron aussi. Mais si Pajuniemi manque à l'appel, en un sens, tu as quand même une solution toute trouvée avec Oksanen qui était sur la glace le match d'avant. Est-ce que tu reviens à tes lignes, on va dire, traditionnelles? Je ne sais pas. Mais en tout cas, Ward avait décidé de changer quelque chose et
disons, c'était pas totalement étonnant, on va dire, vu ce qu'on avait vu depuis le début de cette série, et même, j'irais même plus loin depuis le début de ces playoffs. Alors, j'ai vu qu'il y a quelqu'un qui nous a mis sur un de nos réseaux, qui a mis c'est pas qu'il t'attaque, mais il dit avec Greg qui est surpris que Ward parle pas, mais voilà, ma foi, genre, ça arrive, parce que c'est les playoffs et tout, mais notre propos, c'était de dire qu'il avait l'air quand même un peu tendu pour quelqu'un qui a tellement d'expérience. Et puis, il était là, vous cherchez des problèmes, moi des solutions. C'était Jeff Ward, cette personne. Ah non. non, ça c'est moi qui prends en charge. Hein. Lui, il a juste dit, Greg est surpris que Ward parle pas trop. Voilà, c'était juste, ça s'arrêtait là. Ouais. On va pas revenir là-dessus. Non. Mais c'est surtout de se dire, ok, soi-disant, on cherchait des problèmes et lui des solutions. On a quand même vu une première ligne que la presse avait été un peu étonnée simplement de nouveau de la voir moins présente, moins flamboyante, moins efficace qu'en saison régulière. Le fait est que il a changé quelque chose qu'on n'imaginait même pas finalement. Si on nous avait dit qu'est-ce que vous changeriez, je pense pas que les suiveurs auraient dit on va sortir un des trois pour faire une sorte de rocade et finalement d'avoir Kaoun là même c'était un peu de se dire Kaoun mais il est plutôt rapide et technique, Oksanen est plutôt physique, j'aurais mis Payuniemi peut-être si tu veux le faire rentrer à ce niveau là, non, il a encore rechangé et il a changé sa troisième ligne aussi et finalement la seule qui garde c'est un peu Raffel Jäger-Bozon et celle qu'on disait être et là aussi, on n'a rien inventé. On a simplement regardé les matchs de l'année passée en disant que c'était celle qui était la plus, peut-être pas la plus solide, mais en tout cas celle qui était en mode playoff avec un Bozon qui jouait ce hockey qu'on estime être le plus proche d'un hockey de playoff où les bagarres sont dures, où il faut se bagarrer sur n'importe quel puck, où c'est une petite déviation, un goal pas forcément beau qui va décider l'issue du match. Voilà quoi. Ouais, cette ligne Raffel Jäger-Bozon justement qui a été entre guillemets ciblée par l'Arsenberger dès le coup d'envoi en envoyant sa propre première ligne contre eux en se disant j'ai confiance dans mes lignes suivantes pour museler la première ligne lausannoise. De mon côté, je pense que c'est contre cette ligne-là qu'on a le plus de chances de faire la différence. C'était un match-up intéressant à observer dès le début du match en tout cas. Et voilà, si moi j'ai tant de ce que je crois sentir ou ressentir, on va dire, j'ai quand même l'impression qu'un Payuniemi pourrait être de retour. Maintenant, il faut voir à quel pourcentage. Et si c'est pas une commotion, il sera à disposition sur la glace, on sait jamais, mais il sera à disposition jeudi. J'ai l'impression. J'ai essayé de revoir les images. J'ai pas l'impression qu'il y ait de gros chocs ou de choses comme ça. Donc ça semble pas être une trop mauvaise nouvelle, mais malheureusement on va dire que selon la formule, les blessures au haut du corps et au très haut du corps, c'est vrai que c'est toujours un petit peu difficile à faire des grands pronostics. J'ai bien aimé la répartition des temps de jeu du côté de Lausanne, qui a pas surutilisé les leaders, qui a pas mais ça c'est une des marottes de Jeff Ward, pas une marotte mais une des qualités de Jeff Ward, c'est justement d'être capable de bien équilibrer les lignes, de bien équilibrer les temps de jeu. La quatrième a toujours pas eu énormément, mais par contre, vu que c'était bien équilibré sur les autres, tu as peut-être un peu plus de joueurs qui sont vers les 10-18 parmi les attaquants, ce qui permet d'avoir Bougro à 6 minutes et quelques dans sa quatrième ligne. Sur le long terme, on aimerait quand même voir cette quatrième ligne un poil plus jouée. Maintenant, match à l'extérieur, match serré, je comprends également que ce soit pas évident de plus les mettre sur la glace. Et sinon, voilà, le but de Ken Jäger, si on revient sur ça, pénalité de Ljunggren, 2 minutes pour avoir fait trébucher, rien à dire, elle est parfaitement légitime cette pénalité. Derrière, il y a une charge c'est Jäger qui met une charge dans le coin sur un défenseur. Le défenseur peine à se relever, pas peine, il n'était pas blessé, mais doit se relever, donc ça prend quand même une petite seconde. Ouais. Et pour l'instant, il peut aller se placer devant le but. C'est lui qui est le plus prompt pour marquer. J'ai vu 2-3 commentaires sur cette charge de Jäger dans le coin. Je pense qu'en play-off,
tu me diras, normalement, il ne devrait pas y avoir de différence entre le match du 9 septembre et le match du 5 avril ou du 2 avril. Mais moi, je pense que ça joue, quoi. Il y a pas de souci. Et derrière, 1-0. Sur l'ensemble du match, je trouve quand même que c'est une victoire qui est méritée pour Lausanne. Ça aurait pu aller des deux côtés, on l'a dit avant. Mais globalement, j'ai trouvé Lausanne plus impactant, plus dominant sur la longueur. Et c'était un pas dans la bonne direction pour Lausanne. Tu demandais avant justement est-ce qu'on parlait de match de référence ou pas. Moi, je parlerais plutôt de pas dans la bonne direction parce qu'on a quand même vu un Lausanne qui était très poussif depuis le début des playoffs. Et là, la machine, ils ont allumé le moteur, on va dire. Ça tourne pas encore à plein régime, mais le moteur est allumé. Et je me réjouis de voir justement s'ils sont capables de rééditer ce genre de match-là dès jeudi pour le numéro 3. Parce que les expected goals, on doit tourner à quoi ? Un tout petit peu plus de 1 de chaque côté. Donc la logique après 60 minutes aurait été presque d'avoir un 1-1, c'est juste ? Ouais, on est tout juste. Et c'est là où tu vois, il y a pas une équipe qui a vraiment pris le dessus sur l'autre. Il y a Lausanne qui a été meilleur durant le deuxième tiers, mais qui n'a pas su capitaliser. Il y a Fribourg qui a pas été extraordinaire sur le troisième tiers, mais qui a fait un push assez impressionnant sur la fin de match pour égaliser, ce qui fait que ça a fait remonter leurs expected goals de 0,5 à plus de 1. Mais avant ça, au moment où Jäger marque le but, c'est à peu près du 1,2, 1,1, quelque chose comme ça, à 0,5. Donc Lausanne crée honnêtement pas grand-chose de plus que Fribourg, mais Fribourg crée vraiment peu justement. Et le système défensif lausannois a parfaitement fonctionné pour ce match numéro 2. On n'avait pas été complètement convaincus, voire, c'est un euphémisme de le dire, de la paire Elner-Frick lors du match numéro 1. Là, ça s'est un petit peu mieux passé. Et effectivement, après, tu parlais de l'alignement. Kaoun qui prend la place de Oksanen et qui prend de nouveau la place à l'aile, justement. Et ça, je trouve intéressant parce que lui-même le disait en arrivant à Lausanne. Lui se voit plutôt comme un centre, mais après, il jouera, on lui dit, hein, il n'est pas comme ça. Mais lui-même se voit comme un centre, mais Ward décide de le faire jouer à l'aile. On le voit hein, du côté de Fribourg avec un Schmidt qui a été placé à l'aile en cours de saison. Passer du centre à l'aile, on va dire, c'est complètement faisable pour des joueurs de ce niveau-là, notamment un Kaoun qui est un joueur extraordinaire. Ça a fonctionné. Derrière, ça a permis justement de garder une ligne 2 stable. Puis après, faut que se rejette pas Yunemi. Bon, on peut pas juger. On va peut-être attendre de les voir jouer plus de 2 shifts ensemble pour donner notre avis. Mais globalement, et si Payuniemi est de retour, je pense qu'il y a de bonnes chances qu'on reparte comme ça parce que ça a donné satisfaction, j'ai l'impression. Bon, on passe maintenant du côté fribourgeois, même si c'est difficile quand on fait un épisode comme ça, forcément qu'on a déjà mentionné. On a parlé de Berra, on a parlé de... tu viens de mentionner Schmidt. J'ai envie de dire que vu qu'on a parlé globalement pour l'instant du match, est-ce qu'on pourrait quand même pas directement se demander, tu l'as dit, Wallmark, il y a cette blessure, il n'est pas réapparu après quoi, fin du deuxième tiers ou milieu du deuxième tiers, 28e minute. Du deuxième tiers, il se blesse et après il refait un shift et après il jette l'éponge. Donc là, on parlait de Payuniemi pour Lausanne où tu dis oui, c'est embêtant, c'est un attaquant étranger, mais disons que l'impact sur le jeu de Lausanne n'est pas remis en cause. C'est une épine dans le pied. Là, c'est un baobab pour Fribourg. Si par hasard, Wallmark devait manquer plus que la fin du match d'hier, en fait, parce que c'est tout ton système qui est impacté, c'est ton centre numéro 1. Enfin bref, il y a pas besoin d'être grand clair pour savoir quel est l'impact de Lucas Wallmark dans cette équipe. Non, absolument. Après, déjà, je voulais juste revenir sur cette scène. Il y a un contact à la fin. Il y a une action à la bande derrière le but de Kevin Pache. Il se fait charger par Aurélien Marty. En fait, je suis toujours embêté parce que souvent, je me rends compte aussi, comment je vois les choses. J'ai toujours un avis assez directement. Je me dis non, mais là il y a faute, là il y a pas faute. Puis quand je me dis là je pense qu'il y a pas faute. Typiquement sur ce cas-là, j'ai l'impression après plus je le regarde, plus je revois la scène, plus je commence à me dire.
Ouais, mais quand même, attends, là il me semble qu'il décolle les patins sur cette charge. Mais après tu te dis, ouais, mais est-ce que c'est juste bêtement l'inertie qui fait que, parce qu'avec l'angle de caméra qu'on avait, Ouais. est-ce que c'est juste l'inertie qui fait qu'il finit sa charge et donc il est en train de terminer sa charge, donc les patins décollent? Est-ce que c'est avant? Honnêtement, nous on enregistre, c'est passé 10 heures, on n'a pas eu de nouvelles de la Ligue, alors maintenant on rappelle, si sur l'action il n'y a pas de pénalité, il peut y avoir le fameux sounding board, la nouvelle invention de la Ligue, qui, je sais pas, qui se voit au Stam à 10h30, puis il décide s'il faut mettre des enquêtes. Partons du principe qu'il n'y en aura pas, et j'entends complètement cet avis-là, parce que moi, vraiment, mon premier sentiment, c'est non, je pense vraiment qu'elle est correcte, celle-ci. Après, il y a aussi la tendance de se dire, ouais, mais Marty, on se demande toujours un peu quand même. Là où Jeff Ward a le bénéfice du doute, pour toutes les décisions qu'il prend, on va se dire, ouais, mais quand même, il a fait ses preuves. On part du principe qu'il a raison, ou du moins on part du principe que c'est une bonne idée. Il y a certains joueurs où ils n'ont pas forcément le bénéfice du doute. Genre Aurélien Marty, on se dit, on peut avoir tendance à se dire, ouais, vraiment, on est sûr que c'est Marty quand même. Mais non, je crois vraiment que ça devrait passer comme si de rien n'était, à mon avis, celle-ci. Je pense pas que c'est un scandale. Du coup, Wallmark blessé, on parle de, là aussi c'est la tête ou l'épaule ou quelque chose comme ça. À la fin du match, Leuenberger disait, en gros c'est un 50-50 s'il joue mardi. Merci Lars, ça nous a bien aidé. Non, honnêtement, même lui ne sait pas. Honnêtement, actuellement, surtout si c'est une question, si ça venait à être des symptômes de commotion ou quelque chose du genre, c'est sûr que c'est maintenant que c'est en train de se décider dans quel sens ça va partir, à savoir, est-ce que ça va aller, il est clairement sur la glace jeudi soir parce que il a eu mal à la tête hier soir, mais là c'est bon, ou alors c'est parti sur des symptômes de commotion un peu plus forts, puis là ça va être une course contre la montre pour être présent jeudi. Partons du worst case, à savoir absence de Lucas Wallmark, ça donne quoi du côté de Fribourg-Gotteron? Déjà, ta seule option étrangère, c'est Andreas Borgman. En carrière, Borgman, il a un match en attaque, une pénalité de match, donc je suis pas persuadé que ce soit de nouveau lui qui va être envoyé en attaque. Je pense que la solution, elle est toute simple. C'est Sandro Schmidt qui prend la place de Lucas Wallmark au centre de ta première ligne. Tu montes Christophe Berchi de ta ligne numéro 2, qui est avec ou Lilia, même Lilia presque plus encore, mais l'un des deux, tu le montes en première ligne, et après t'as le joker Kylian Motet qui est quand même un ancien joueur d'impact en première ou deuxième ligne. En fait tu crois dans la belle histoire de Cendrillon, et puis tu l'envoies là en disant c'est lui qui va réussir à nous sauver, et puis comme ça les journalistes auront des choses à écrire pour les 2 prochaines semaines avec la belle histoire de Kylian Motet. Ça, c'est le cas où Wallmark n'est pas là. Alors, les conséquences à Kylian, ça, j'en sais rien. Mais par contre, ce serait ça, je pense, tactiquement. Et donc, Borgman joue. Ce serait peut-être pas plus mal, parce qu'à temps en temps, moi, j'ai trouvé Yecker, on a déjà parlé une fois ou deux, mais là, je l'ai nouveau trouvé pas ouf dans ce match-là contre Lausanne. Donc, Borgman qui rentre, ce serait pas forcément une catastrophe, mais la créativité d'un Wallmark en centre de première ligne, c'est clair que ça te coûterait très très cher. On peut se poser une autre question, et je voulais revenir sur des propos de Gerd Sennhauser dans le podcast Point de vue la semaine passée avec la Liberté. Et il nous l'avait un peu expliqué quand on l'avait reçu dans notre événement chez le Dr Gaps, plus tôt dans la saison, enfin avant les playoffs. Mais il parlait de l'engagement d'un nouvel étranger avant les playoffs, là où Aaltonen a rejoint Berne, là où Kahun a rejoint Lausanne. Puis il disait, mais c'est des cas exceptionnels, en fait, les deux. Aaltonen, on connaît l'histoire. Puis Kahun, il fallait accepter de signer un contrat avec le gars pour 2 ans derrière. Mais en fait, si tu as tous tes étrangers pour l'année prochaine et que tu n'es pas prêt à faire ce sacrifice-là, ou que tu n'es pas prêt, si ça rentre pas dans tes plans, c'est logique de ne pas le faire. Et donc derrière, si on part du principe que c'est 2 cas exceptionnels, parce qu'Aaltonen, il n'allait pas venir à Fribourg, on est bien d'accord, il avait son contrat à Berne, indépendamment des questions, on va dire, déontologiques, ou peu importe comment on veut nommer ça, c'était pas une option. Par contre, Kahun, tu dis, pourquoi ils n'ont pas engagé un Kahun? Ils auraient totalement pu, il était sur le marché. C'est ça la raison, c'est derrière, Fribourg a ses étrangers sous contrat, c'est Borgström, c'est un script de Polichinelle, j'ai l'impression. Donc Fribourg n'a pas forcément besoin, va pas partir à cet étranger, ça on peut y revenir dans pas très longtemps. Mais qui
quel autre étranger est arrivé sur cette fin de saison qui a un vrai impact, qui est en cours, qui joue maintenant. Et moi, j'en vois pas. Il y avait eu Greco, on avait parlé, mais c'était bien avant, c'était pas en toute dernière. Ouais, mais Greco, c'est comme Lindenwey, c'est au moment où Lindenwey débarque. Et là, tu as encore 2-3 options. Et encore, c'était pas évident comme marché durant toute la saison. Mais là, sur cette fin de saison, de dire, mais au 15 février, Isaveka, on va dire le fameux Yaka, bah ouais, mais qui? C'est ça le problème. Et Gerd le dit, en fait. Et il le dit très honnêtement, je crois, au podcast. Il dit, mais en fait, s'il y avait eu la bonne opportunité, bah, il serait allé taper à la BCF ou du moins, en tout cas, chez John Gobi en disant, écoute, là, il y a lui. C'est pas très cher un étranger sur les 2 derniers mois et demi de championnat. Ouais. Donc, si un gars, s'ils estiment qu'il va faire la différence, je suis persuadé qu'ils auraient en tout cas fait les efforts nécessaires. Et d'autres clubs aussi, hein, on parle de Fribourg, mais je pense que si on n'a pas vu d'étranger miracle débarquer au 15 février, c'est peut-être aussi justement une raison. Il y a peut-être une raison en fait qu'il n'y avait personne sur le marché. Donc là, on va voir s'il y aurait des conséquences de cette absence d'étrangers supplémentaires. Moi, c'est plutôt dans l'autre sens. Je comprends pas pourquoi les clubs ne partent pas à 7 en disant, en ayant un numéro 7 clair, pour pas qu'ils viennent pendant toute la saison, et t'engages un Jakob Stuckel qui joue à Bâle, par exemple, un Jakob Nielsen. Ils ont le droit de pas s'appeler Jacob aussi et quand même être 7e étranger si jamais. Mais t'engages un gars comme ça et puis tu dis, toi, tu auras peut-être 15, 17, 20 matchs. Est-ce que tu préfères ça à une saison de Swiss League? À toi d'y répondre. Mais si tu viens chez nous, c'est ça la solution. Et donc, après, tu as peut-être un peu plus de profondeur à certains moments. Je pense qu'un Stuckel, il pourrait faire quelque chose maintenant et je pense qu'il remplacerait avantageusement Borgman en attaque, on va dire. Ouais, moi, ce qui m'a dérangé dans ton line-up fictif, on va dire, en cas de blessure de Wallmark, c'est que tu fais changer plusieurs lignes. Je me disais, mais tu peux pas, mais tu montes Ljunggren finalement pour ne. Ce qui m'embêtait, c'était de casser Motet, non, mais c'était de casser Berchi, Vey et Lilia. Je me disais, un peu de la même manière que Raffel, Boson, Jäger pour Lausanne, de te dire que tu as au moins une ligne qui tient pas mal, tu peux t'accrocher là-dessus. Déjà que tu as dû monter Walzer, déjà que tu as dû faire ça, c'est un peu... C'est pas dangereux, mais il y a un côté alchimiste où tu dois trouver les bonnes pièces. Mais je l'aime bien, hein, le line-up, dans le sens, je l'aime bien. Je trouve qu'il est cohérent de remettre Schmid au centre, exactement, de faire monter, que ce soit Motet peut-être en première ligne ou que ce soit Berchi, peu importe, d'avoir l'idée d'un buteur. C'est totalement logique, mais j'ai ce côté un peu de me dire, mais si tu commences à enlever un gars de la 3, enlever un gars de la 4, changer ta 2, puis c'est pas le moment, surtout quand on a vu Fribourg être si bon contre Berne, aussi parce qu'ils avaient cette capacité à avoir le même line-up finalement. Ouais, non, je pense qu'il va falloir que Gauthieron pense à prendre un partenariat avec Hornbach pour l'année prochaine aussi, parce que là le bricolage sur sur ces playoffs, ça devient assez impressionnant. Donc je pense que tu pourrais sponsoriser ton line-up par Hornbach. Donc à mon avis, il y aurait quelque chose à faire là. Mais ouais, l'absence de Wallmark, là aussi on veut pas être trop définitif, mais si te manque ton centre numéro 1, qui en plus est ton créateur, qui bonifie à ce point Marcus Sørensen et qui gagne tous les engagements, et on a vu à quel point, je disais pour rigoler dans un de ces derniers épisodes, mais que en fait même si tu scindais Wallmark et Sørensen, ils se feraient quand même encore des passes, un sur le banc, l'autre sur la glace. Là, avec les tribunes, ça va être un peu plus compliqué s'il y en a un qui doit rester en tribune, quoi. Donc ce serait quand même, disons, là où on parlait avant de 50-50, moi je mets quand même un petit avantage à Lausanne dans cette série actuellement. Si Wallmark n'est pas là, tu es obligé de te dire, ouais, là, ça va quand même devenir tendu sur cette série. Maintenant, il n'est pas encore absent. Fribourg-Gotteron fait un bon match. Fribourg peut égaliser en fin de rencontre, comme on le disait avant. Alors, je pense qu'il y a peut-être des Fribourgeois qui n'écoutent que cette partie-là, mais sur cette rencontre-là, on peut pas dire que Fribourg a été dominé par Lausanne. Lausanne, j'ai trouvé physiquement un peu meilleur. Et je me répète un petit peu, je sais.
J'ai trouvé Lausanne physiquement un peu meilleur, mais il n'y a pas une différence. Si tu compares cette défaite-là avec ce qu'on a vécu l'année passée durant les playoffs, et j'essaie de faire attention, et je suis allé relire des papiers que j'ai écrits à l'époque aussi pour pas avoir un peu une impression un peu faussée de ce qu'on a vécu l'année passée. Maintenant, il me semble qu'on a la narration, c'est Lausanne a roulé sur Fribourg, mais il me semble qu'on le disait quand même déjà à l'époque, en fait. Donc là, on n'a pas du tout vécu ça. C'est deux équipes qui sont assez proches. Et si tout le monde est en santé, ben moi, il y a aucun argument. Enfin, moi, je vois plein d'arguments qui me font me dire que Fribourg peut regagner une fois à Lausanne, même si, comme je le disais avant, c'est quand même pas évident. Absolument, je voulais juste encore mettre en lumière, avant de terminer cette partie sur Fribourg, si ça te va, le nombre de block shots, parce que on sait que même Fribourg, quand ils perdent, en général, ils ont plus de tirs bloqués que l'adversaire. Et là, de nouveau, on a mis en lumière le fait que c'était quoi, 1,1, 1,2 à 0,5 avant le but de Jäger ou quelque chose comme ça. Et ben, on a 28 tirs bloqués à 16. 16 pour Lausanne, c'est pas si mal, je dirais. Je crois qu'ils étaient à 10 ou 11 sur le premier match. Bah, c'est un petit peu monté, normal, ils sont à l'extérieur, Fribourg pousse. Mais 28 shoots bloqués, et on en a une pêlée par les défenseurs. Du côté de Gauthieron, c'était, je crois, Yecker en a 3. Qu'est-ce qu'on a aussi? Il me semble, Diaz en a 3, Gunderson en a 3, Dave Souter en a 2, Radgeb en a 4. Je vais pas aller plus loin, mais j'ai quasiment cité toute la défense de Fribourg et ils payent le prix, en tout cas. Ouais, le beau énergie était là et je pense qu'après un match comme ça, je voulais dire, t'as pas de regrets à avoir. Bien sûr, au contraire, t'as plein de regrets à avoir, mais justement parce que le match était solide à la 52e, 53e, il y a toujours 0-0. Ça bascule sur un power play logique. Lundgren, il met la canne, il y a un trébuchet, il est là. Ouais, Leuenberger disait, je lance la pièce pour Wallmark, on verra s'il joue jeudi. Bah là aussi, à la 53e, tu peux presque lancer la pièce en l'air puis de voir de quel côté elle tombe. Donc, tu perds un coin flip en fin de match. C'est pas des soirs comme ça où tu dois te dire, tu dois tout remettre en question non plus. Je pense que ce serait une erreur de le faire. Après, tu vas peut-être être forcé de le faire, comme on le disait avant. Et s'il faut changer dans l'alignement, ben voilà. Mais c'est pas une soirée où Leuenberger doit remettre en question l'implication de ses joueurs. Pas du tout. J'ai trouvé que Fribourg était concentré, était solide, a fait un match tout à fait correct. Il manquait peut-être un peu justement cet emballement offensif parfois, mais voilà. T'as perdu à la maison. Et nous, je sais que c'est la très très grande différence entre nous et les gens qui font vraiment ce sport et pas qui font que le théoriser. C'est que nous, on va toujours essayer de voir un peu quelles conséquences, comment ça va se passer pour la suite. Et eux, je sais que c'est exactement l'inverse. C'est ils se disent, ben voilà, on a perdu, puis maintenant on joue le match d'après. Puis en fait, on va le perdre ou le gagner, puis après on jouera celui d'après. Et c'est des mentalités un tout petit peu différentes, mais c'est logique. Parce qu'en gros, si on faisait un podcast, on disait juste ce qui s'est passé hier, puis ben voilà, on passe à celui d'après. Ouais, mais on peut pas en parler parce que voilà. Enfin, non, c'est aussi, nous, on essaie de voir des tendances, puis après. Des fois, elles se confirment, des fois pas, des fois c'était à côté, des fois c'était juste, mais ça permet justement d'essayer d'anticiper ce qui va se passer. En play-off, c'est juste un peu plus dur. En saison régulière, on arrive quand même bien à avoir les tendances, à se dire, ah ouais, dis donc, cette équipe de Bienne, là, pour parler un exemple cette saison, elle m'a l'air d'être pas à sa place en étant troisième. Regardez le retour de bâton, ça veut arriver, pas manquer. Là, sur une série de play-off, ben, c'est plus difficile, mais c'est plus intéressant aussi parce qu'on peut aller justement un peu plus dans le détail puis voir quel match-up est choisi par un entraîneur, quelle ligne, quel alignement. On ferait pas 15 minutes sur le remplacement de Lucas Wallmark en saison régulière. Par contre, ça a un vrai intérêt, je pense, durant les playoffs. C'est clair, mais on est aussi les porte-voix pas du public, mais on est des passeurs, donc on peut imaginer, tu le dis très justement, on n'est pas du tout dans le même état d'esprit que les joueurs, c'est normal, on n'est pas des sportifs professionnels, mais par contre, sur les 9000, plus de 9000 personnes qui regardent les matchs dans les deux patinoires, il y a pas mal de chances qu'ils se disent, est-ce que Wallmark va jouer le prochain? Qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que Lausanne a remporté plus qu'une victoire, comme tu disais au début, qu'on voulait pas forcément se lancer là-dedans? Est-ce que Fribourg a réussi à faire, quand ils ont gagné le premier match, est-ce que voilà, ils ont déjà fait le break, etc. C'est un petit peu normal que ce soit une partie de notre job finalement.
Oui, et je veux juste revenir remercier Frédéric Sofferer qui avait remarqué ma présence au micro des confrères de Radio Fribourg sur le match numéro 1 à Lausanne, et il se demandait si c'était la première fois que je le faisais. C'était pas la première fois, j'avais déjà commenté avec Émilien Verdon un match à Lugano pour Global FM, c'était un Lugano-Lausanne, il était tout seul avec ses 2 micros là-bas. Je lui ai dit non Émilien, si tu veux quelqu'un pour faire des théories sur le LHC, je suis là. Puis il a dit ah mais trop bien. Et j'avais fait un match avec lui là-bas, donc j'avais déjà fait du Lausanne. Et là avec Fribourg, bah voilà, on a déjà fait 2 fois durant la saison, donc c'est un exercice assez cool. Et Global FM, ils sont toujours 2, donc c'est rare les fois où Emilien est tout seul et moi aussi présent, mais ça se refera probablement une fois, parce que j'avais aussi apprécié, et puis c'est des moments assez chouettes, puis c'est une expérience marrante à faire aussi, même si je suis toujours bluffé quand je vois les commentateurs, et là j'étais avec Valentin Danzy qui a un débit de parole qui est très impressionnant en live. Il pourrait faire une compétition avec notre ami Sébastien Tellet de Radio Lac, et je suis toujours bluffé de voir en fait cet exercice du commentaire où je serais absolument incapable de le faire. C'est marrant de voir l'envers du décor. Donc en tout cas, merci pour les gentils messages. Bon, puis on termine avec le HC Ajoie qui a entamé son barrage contre le HC Viège par une défaite en triple prolongation. Moi, je veux quand même juste lancer un appel à tous les joueurs de National League et de Swiss League. Si vous faites une prolongation de plus, faites quand même quelques minutes de jeu derrière. Parce que là, on a tous attendu 20 minutes pour voir 50 secondes de troisième prolongation. C'est chiant. Non, mais là, c'est vraiment pénible. Et pour eux aussi, hein, je pense. Jouez un peu. Faites au moins semblant pendant 3 minutes qu'on ne soit pas resté pour rien. Ça, c'était vraiment chiant. Et ceci mis à part, ça arrive assez fréquemment, à part ça que le but tombe très vite dans la prolongation, et tu te dis ah bah ouais, tout ça pour ça les gars. Ouais. Mais ceci mis à part, but de Jacob Nilsson sur la première action de la troisième prolongation, 101e minute de jeu. C'est le 6e plus long match de l'histoire du championnat de Suisse. Loin quand même des 117 minutes 43 secondes de ce l'homérique Genève-Berne. Je me suis rendu compte que sur les 6, j'en ai fait 5. Il y a tout le temps au moins un roman dedans et je suis souvent impliqué. Donc 5 des 6 matchs j'étais présent, ça commence presque à devenir un peu banal. Je me rappelle, mais je me faisais la réflexion, et après on parlera du match, je me faisais la réflexion en rentrant à l'hôtel après avoir fini de travailler, que au début, on était un peu tout excités. Oh, de troisième prolongation, c'est incroyable. Ah, on pourrait faire plein de sujets, comment les buvettes ont réagi, la logistique, etc. Puis là, je suis un peu en train de me dire, ouais, bon, encore, quoi. C'est bon, maintenant on a compris. Et il n'y a plus vraiment cette petite excitation, on va dire ça comme ça, de la nouveauté des triples prolongations. Là, je ne vais pas faire mon blasé, mais je me suis un peu ennuyé hier, surtout pendant la deuxième. Bah ouais, mais l'ennui vient avec déjà que c'est pas 2 équipes. Le premier de Swiss League et le dernier de National League, un qui a les chocottes, l'autre qui fait ce qu'il peut, qui a plutôt un jeu défensif. Oh bah voilà, imaginez du hockey champagne à ce moment-là, non. Et j'ai envie de dire, je pense que même en NHL, ça part pas de tous les. Mais tiens, Dieu qui est prosecco à la limite, quoi. on n'y était même pas. Hein. C'était de la San Pellegrino, il y a juste quelques bulles, mais mais c'est normal aussi je trouve que faut pas s'attendre à avoir un truc totalement fou. Est-ce que c'est mais il y a eu des buts marqués en prolongation qui étaient vraiment beaux, mais l'action individuelle où tu vas tout dribbler tout le monde, j'en sais rien, mais c'est ouais, juste c'est un des contre-exemples. Mais voilà, donc Ajoie, la question qu'on se posait tous avant le match, et je pense dans les 2 vestiaires aussi, d'ailleurs Anne Sellers me l'a dit après le match, c'est est-ce que Viège va être capable de jouer à ce niveau-là contre Ajoie, ou est-ce qu'Ajoie va avoir vraiment 2 vitesses de plus que Viège, et donc ça va être rapide cette série. Et Lars me le disait à la fin, il m'a dit, moi j'étais vraiment inquiet en fait de savoir mentalement si mon équipe elle était prête à jouer à ce niveau-là. Et je savais qu'après 10 minutes, j'aurais ma réponse. Et c'est vrai que moi, on en parlait avant le match avec des confrères qui étaient présents.
c'est vrai que ces 10 premières minutes, on s'est un peu tous dit, là, on saura dans quelle direction ça va partir cette histoire. Et après 10 minutes, la plus grosse action, ou presque, elle a été viégeoise. Dans le jeu, je pense que Viège était de loin pas largué. Donc là, on savait que ça allait potentiellement être long. Et alors pas par rapport au match d'hier, mais dans cette série. Et moi, j'ai trouvé Viège à sa place, en tout cas. Je pense qu'Ajoie n'a pas fait un super match non plus, mais faut aussi comprendre la réalité de ce qu'est en train de vivre le HCA. On se rappelle, il y a 2 ans, ils étaient menés 2-0 par chaud de fond, pour remettre dans le compte. Et dans le 3e match, c'était chaud. Hein. Voilà, j'ai l'impression qu'on parle de la série Ajoie-Lugano. 2-0, puis le 3e qui aurait pu tourner, puis derrière, ça a fait quoi? 4-2. C'est exactement ce qui s'est passé dans la série chaud de fond Ajoie et dans la série Lugano-Ajoie. C'est clair qu'à un moment, quand tu as le petit, entre guillemets, qui titille le grand, puis que la machine chez le grand se met en route, ça devient un peu compliqué pour régater. C'est tout à fait un scénario que ne peux pas exclure dans cette série-là. Mais bon, il va quand même falloir allumer un peu la deuxième. Pour ce premier match, la première question, c'était quel alignement pour le HCA? Exactement. À l'entraînement la veille, j'étais présent et on avait vu que Palvé s'entraînait et c'est lui qui a joué. Il est très critiqué, je crois. J'ai parlé avec pas mal de supporters et de suiveurs du HCA. Le pauvre, je crois que c'est le premier nom qui revient chez tout le monde et c'est pas du tout une bonne nouvelle. Palvé, il est quand même gentiment pris en grippe pour des raisons. Hein. Il fait pas une bonne saison. On attendait beaucoup plus de lui. Et donc il était titularisé pour ce premier match à la place d'un Jonathan Eisen, notamment, hein, mais à la place de Jonathan Eisen et de TJ Brennan, mais je pensais pas qu'il allait partir avec 2 étrangers. Donc Onka, déjà, je voulais juste parler une seconde de Onka, mais quel joueur incroyable. Et chaque fois que je vois Ajoie, j'adore l'observer. Et là, quand il joue en plus contre une équipe d'une ligue inférieure, t'as vraiment l'impression qu'il joue à la PlayStation au niveau amateur, quoi. Il se balade, il se fait plaisir sur la glace. Et un but, un assist, il a failli marquer un deuxième durant la deuxième prolongation. Il joue tout le temps juste, il a la tête levée, il fait tout le temps la bonne passe. Ouais, non, il est vraiment très très fort, c'est Anthony Onka. Donc lui, il allait jouer, c'est clair. Belmar, un peu discret, mais c'est clair que tu le fais jouer. De Vos, là, on n'en parle même pas. De Vos qui joue plus de 36 minutes. C'est immense pour un attaquant. Parce que Forer joue 40 minutes 19, mais je pense qu'il a bien dormi aussi. Mais pour un attaquant comme De Vos, c'est colossal comme temps de jeu. Et donc, là, il va falloir se poser des questions pour la suite. Mais avant de parler du match d'après, voilà, le HCA qui a tout le temps un peu tiré de l'arrière contre Viège pour égaliser, pour arracher cette prolongation. J'ai tendance à dire que sur ce qu'on voit, tu as quand même l'impression qu'il y a des équipes qui est un peu plus facile, on va dire. Mais ouais, il faut s'en débarrasser de ce HCG. Et surtout que si tu as le malheur de prendre un but derrière, c'est vraiment pénible. Hein, parce que c'est caricatural, mais le système défensif, c'est jamais faire un coup de patin de trop. Les défenseurs, on parle souvent du côté de Fribourg des attaquants qui vont soutenir, des défenseurs qui vont soutenir l'attaque. Là, à Viège, c'est les attaquants qui viennent soutenir la défense. Puis après, s'il faut de temps en temps essayer d'aller marquer un but, pourquoi pas. Mais surtout si Brodecki ou Nielsen sont sur la glace, les autres, non, c'est pas le but, quoi. Et c'est logique en même temps. Moi, si on me dit Viège vient à l'abordage à Ajoie, c'est clair qu'ils vont s'en prendre 4 dans le premier tiers. Donc non, ils doivent jouer comme ça, c'est leur force. Après, est-ce que c'est palpitant? Je suis pas sûr, mais on parle d'efficacité là, pas de spectacle. Et l'efficacité, elle a clairement été viégeoise. Mais en plus avec 3 étrangers, hein, Garinen, Brodecki, Nilsson, ce serait quand même un sacré camouflet pour Ajoie que l'équipe de Swiss League arrive à faire quelque chose avec en n'arrivant pas aux prérequis, ou en tout cas à l'autorisation de jouer avec 4 étrangers, parce qu'ils n'avaient pas le budget, ou qu'ils n'avaient pas tablé sur ça, puisqu'ils n'avaient pas terminé largement premier de la saison régulière, en se disant oui, de toute façon, nous, on est clairement en mission de monter. Non. Et c'est peut-être ça, en fait, le pire, c'est que c'est bonus après bonus pour Viège.
C'est ouais, on a posé notre dossier parce que nous, notre patinoire, c'est bon, puis on va bien le faire. Mais vu qu'on était pas géniaux en saison régulière, bon, voilà, on passe. Ah, tiens, on a passé les quarts. Hein. Puis après, on a passé les demi, puis ça commence à monter, quoi. Et c'est presque une des configurations les plus embêtantes dans le sens où Ehlers va partir. Je pense que les joueurs, ils sont tous derrière lui de toute façon. Et là, ils se disent, ouais, alors, on va le remercier, quoi. Et, alors, il joue pour eux aussi, hein, bien évidemment, mais il y a toujours ce petit truc, si tu peux trouver mentalement la petite étincelle pour aller plus loin, ça peut typiquement être ce genre de choses. Donc, même si là on a annoncé, ou je crois que c'est le Valiseur Botek qui dit que Luca Gianninazzi risque très fortement d'être le successeur de Heinz Ehlers. Peu importe, finalement, ça va être. Je me demande combien il y aura de personnes à Viège, parce qu'ils vont évidemment remplir la patinoire, mais quelle va être l'ambiance. C'est que du bonus. Les gens seront juste contents d'être là, puis de se dire, il y a déjà un 0, on verra. Puis. Moi, je pense que si d'aventure ça venait à se terminer avec une promotion de Viège, pour moi, ce serait une catastrophe pour les deux clubs, en fait. Oui. Ce serait une catastrophe pour Viège, qui est pas prêt, qui a un projet qui est sain, qui va tranquillement de l'avant. Ils travaillent bien, ils travaillent avec des bonnes bases. Mais là, ce serait faire 3 pas en avant alors qu'ils sont pas prêts. Et donc, ce serait pour moi une catastrophe pour Viège qui montrait se prendre des secoués en National League. Et je suis pas sûr que ce soit une grande idée. Et ce serait une catastrophe pour Ajoie parce que je sais pas comment le club se relèverait d'une relégation, honnêtement. On le disait, Ajoie a bien bossé ces dernières années pour mettre des choses en place. Au niveau du mouvement junior, il travaille. Il y a plein de petites choses qui se font. Et je pense qu'Ajoie est beaucoup plus proche d'avoir un niveau correct en National League qu'il ne l'était il y a 3 ans. Ils ont avancé pas à pas. Mais là, s'ils doivent être relégués derrière, ça serait dur de se relever. Donc, moi, j'arrive pas à voir d'un bon œil la montée de Viège pour les deux clubs. Et vraiment, moi, je pense que Viège, ça tomberait bien trop tôt, voire 2 ans trop tôt, complètement. Donc, je sais pas. C'est assez inquiétant cette situation parce que si tu me dis c'est chaud de fond qui est face à Ajoie, je me dis eux ils sont un peu plus en avant dans le projet quand même. Holton aussi a été plus en avant dans le projet. Mm-hmm. Alors, au passage de Holton, on savait que c'était plus possible avec les micmacs autour de Christian Volven et toutes ces histoires-là. Mais Viège, j'arrive, vraiment, ça me semble pas être une grande idée. Donc, on verra. Mais toujours est-il que Viège joue sérieusement. C'est pas une équipe de peintres à part ça. Parce que des gars comme Bruchweiler devant, c'est quand même un joueur qui a un certain passé dans les juniors de Zurich. Marco Forer, que j'évoquais avant, c'est un défenseur qui a joué à Fribourg, qui a joué à Rapperswil. Sandro Forer aussi. C'est des joueurs qui ont un passé en National League, qui ont de l'expérience. Eigenmann, alors malheureusement, lui, je sais pas si tu as vu la scène, mais ça fait froid dans le dos quand Romanengi est en train de tomber et du coup le fauche. Et là, tu vois tout de suite quand un joueur quand c'est grave, disons. Et là, dans son body language, où il se met quasiment directement tout seul en PLS, et puis il était vraiment sonné. Ils l'ont sorti. Il a quand même pu sortir par ses propres moyens, enfin aider, mais debout. Mais je suis pas persuadé qu'on revoit Eigenmann. Ça serait un sacré coup dur pour le HC Viège, parce que c'est quand même le défenseur numéro 1 du HC Viège. Donc, moi, honnêtement, si je dois te donner mon sentiment après ce premier match auquel j'ai assisté, je vois pas Ajoie perdre 4 fois contre Viège. Non. Et je vois Ajoie quand même toujours se sortir de ce piège. Mais piège et Viège, au passage, à mon avis, il y aurait quelque chose à faire une fois. Mais voilà, t'es face à une équipe qui est pénible à jouer, t'es face à un entraîneur qui est pénible à jouer et qui sait jouer avec ses armes. Il l'a toujours fait. Quand il était coach du Lausanne HC, il a fait des miracles avec une équipe pas franchement extraordinaire. Il arrive en play-off avec eux. C'est quand même un entraîneur qui a toujours su tirer le maximum des équipes inférieures, on va dire. Et donc,
c'est pas un acquis qu'Ajoie va s'en sortir. Et j'ai quand même l'impression que sur le long terme, et surtout ce premier match qui a duré plus de 100 minutes, Ajoie va pouvoir dire bon, ma foi, oui, dans l'absolu, on aimerait que, déjà, Palvé, merci, mais on met Eisen à la place qui a pas joué aujourd'hui, enfin, pas joué ce premier match, donc qui est frais. Derrière, si tu veux faire rentrer Brennan, alors oui, Onka, il est extraordinaire. Mais si tu dis à Onka, écoute, on préfère se passer de toi un soir, mais tu te reposes un peu les pattes parce que t'as bien donné. Et on met Brennan, ils ont des solutions, en fait, une profondeur que Viège n'a peut-être pas. Donc, avec en plus, avec Stuckel aussi. Et du coup, tu vois, si tu fais rentrer Eisen, Stuckel, Brennan, comme 3 étrangers, plus Belmar ou De Vos, t'arrives avec des joueurs frais, tandis que Viège se retrouve avec toujours ces 3 mêmes étrangers qui ont été surutilisés. Et ça peut clairement faire la différence sur le long terme, aussi au niveau du gardien. Benjamin Comte joue 101 minutes. Romain Meyer, qui était excellent d'ailleurs, joue aussi 101 minutes. Ajoie peut envoyer Tchatcho pour le match numéro 2, tu as un gardien frais. Donc moi, j'ai quand même l'impression que ça, c'est des petits points où Ajoie a un avantage. Maintenant, à la maison, Viège va être pénible à aller jouer. Je peux pas dire à l'Iterna, on connaît, la Lonza Arena, on connaît. Non, on connaît pas. Malheureusement, on fait pas beaucoup de matchs de Swiss League. Donc, je peux pas dire comment est l'ambiance à la Lonza Arena. D'ailleurs, pour dire, j'appelle ça encore la Literna, tu vois. Ouais. Donc, mais oui, ça va être un challenge d'aller gagner là-bas, mais ils en sont, pour moi, à 100% capables. Je suis assez surpris d'ailleurs de voir que Cédric Eschbach, qui vient en renfort finalement de Swiss League, joue 26 minutes. Je trouve que c'est... Il a été terriblement bon. Ouais, mais terriblement bon. C'est pas une question d'être bon ou mauvais, c'est juste une question de se dire que tu fais venir un gars de Swiss League puis tu lui offres 26 minutes d'emblée. C'est juste la réalité actuelle finalement de Greg Ireland. Il les a totalement mérités parce qu'il a vraiment été solide. Il s'est créé 2-3 occasions. Il a sans cesse soutenu l'attaque. Moi, j'ai trouvé que c'était une bonne surprise, on va dire, parce qu'effectivement, on s'attendait déjà peut-être pas forcément à le voir sur la feuille, et surtout pas autant de minutes. Alors 26 minutes, c'est extrême pour un joueur comme lui. C'est aussi lié au fait qu'on a presque joué 2 matchs, bien sûr, mais oui, il était clairement à sa place dans cette équipe d'Ajoie. Bon, on est au terme de cet épisode numéro 34. Ça enchaîne de nouveau cette semaine. Probablement qu'on va se reparler une fois cette semaine, mais suivez nos réseaux sociaux pour en avoir le cœur net. Nous, on est toujours disponible. On lit vos messages, vos remarques, vos critiques, vos félicitations. On lit tout, on apprécie tout. Donc, n'hésitez pas à continuer, ça fait toujours plaisir. Merci pour votre fidélité. Abonnez-vous sur Spotify, sur YouTube, sur Apple Podcast, un peu partout. On est disponible. Spotify étant pour moi la meilleure plateforme, je pense. Twitter, Facebook, Instagram, on est également présent. Et d'ici le prochain épisode, on en saura un petit peu plus si Ajoie va être capable de relever la tête, et Fribourg également. Donc on se réjouit de vivre ça en votre compagnie, et à bientôt. À bientôt.